si vous étiez au pouvoir, Patrick Pelloux? Remettre l'état d'urgence tel qu'il était, avec un certain nombre de prérogatives, notamment les perquisitions telles qu'elles étaient faites, moi je pense que c'est nécessaire. On ne joue pas à armes égales, c'est-à-dire que c'est une véritable guerre qui dit son nom ou qui ne le dit pas pour un certain nombre de personnes. C'est une véritable guerre, sordide, parce que ça peut toucher n'importe quel endroit du pays maintenant. Cette guerre, je rappelle juste que vous la connaissez intimement, puisque vous avez été l'un des premiers sur place dans les locaux de Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. Et après, dans mon exercice, avec l'attentat du 13 novembre. Mais c'est pour ça que là, en fait, ça ne rigole plus. Je comprends ce qu'a voulu faire le chef de l'État en disant on lève un peu le plan d'urgence, l'état d'urgence tel qu'il avait été mis en place. Mais je pense qu'il servait, et notamment il servait sur un certain nombre de prérogatives. Ça, c'est le premièrement. Donc je suis assez d'accord avec Jacob là-dessus. Deuxièmement, je pense qu'on n'a pas pris la mesure, notamment au niveau politique et technocratique, de ce qu'est l'ampleur du problème et de l'incursion des islamistes en France. Alors attention, c'est pas une paranoïa mal placée, d'accord ? Je pense qu'il y en a qui se sont radicalisés, qui sont organisés. Il faut les prendre avec énormément de sérieux, pas de dire que c'est un individu isolé comme ça qui a fait son truc, etc. Je pense que c'est très organisé et que c'est bien ficelé et ils ont la possibilité d'attaquer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc du coup, on a un pays qui veut faire croire qu'il est en sécurité, etc. Or, ce n'est pas le cas. Et je suis vraiment très, très pessimiste par rapport à ça. Et je ne peux pas me poser en donneur de leçons ou dire il y a ça et ça. Je pense qu'on est dans une situation où il faut se protéger. Bernard de la Villardière, le terroriste de Carcassonne et de Trèbes était un fichier S. Certains disent les fichiers S, il faut interner administrativement les plus dangereux. Marine Le Pen dit ceux qui sont étrangers, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence de l'intéressé, il faut les expulser. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire avec les fichiers S? En matière de sécurité, je rejoins assez les positions de Patrick Pelloux. Il faut peut-être revenir à une forme d'état d'urgence pour permettre aux policiers de perquisitionner, d'enquêter plus à fond, etc., sans forcément l'aval d'un juge d'instruction, etc. Quand il y a des suspicions graves à l'égard de réseaux ou d'individus. Les fichiers, il y en a, je crois, près de 20 000 en France, ou plus de 19 000 en tout cas, et donc les surveiller tous, c'est pas possible. Moi, je pense que la vraie guerre, elle se mène en amont. C'est la guerre à la propagande islamiste, salafiste, on l'appellera comme on veut. Et donc, il y a encore des mosquées radicalisées en France où il y a des imams radicaux qui tiennent des discours de haine, qui tiennent des discours excluants, qui font la promotion de la guerre et du djihad. Il y a un imam à Marseille qui est en passe d'être expulsé et qui est dans les fichiers des services de renseignement depuis plus de 10 ans au moins. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, imaginez qu'il y ait en 2015 ou en 2016, il y a eu des attentats aux 250 morts pratiquement depuis cette période commis par un groupe d'extrême droite ou d'extrême gauche. Est-ce qu'on ne ferait pas la guerre à l'idéologie aussi? Est-ce qu'on ne ferait pas la guerre à l'idéologie? Faisons la guerre à l'idéologie et aux propagandistes de cette idéologie. Parce que tous les salafistes ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont passés par cette idéologie fondamentaliste et ils n'ont pas effectivement péché uniquement sur Internet. Il y a eu des propagandistes autour d'eux, il y a eu des gens qui leur ont montré la voie et qui leur ont monté la tête. Et alors, parmi eux, il y avait des esprits faibles, mais il y a aussi des gens qui sont animés de cette rage, de cette haine, et il faut absolument les désamorcer comme des bombes. Manuel Valls veut interdire les salafistes en France. George Kuzmanovic, ça vous paraît une mesure possible à prendre? Possible, je ne sais pas, c'est assez compliqué, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faudrait commencer à changer nos alliances dans le Golfe, puisque plus d'un de nos hommes politiques ont les mains plus que dans le pot de confiture avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont les financiers et du terrorisme, et des salafistes, et des mosquées radicales, partout dans le monde. Et c'est un problème, on se voile la face sur cette question-là, et on ne mène pas les politiques qui devraient être menées par rapport à cela. Mais nous, on considère que ce qui est nécessaire, c'est de financer le renseignement et accroître le renseignement, parce que c'est la seule manière sérieuse
tout en augmentant les moyens des parquets terroristes. Pour le moment, il n'y a qu'un seul parquet antiterroriste en France. À Paris, il en faudrait plusieurs, car c'est cette manière-là, en amont, dans la discrétion du renseignement et des recherches juridiques et des enquêtes juridiques, que l'on déstabilise les réseaux et qu'on arrête les futurs terroristes. Et malheureusement, la loi de finances, la loi de programmation militaire qui a été proposée est assez faible, malgré les promesses, sur le financement de ce renseignement. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Alors on a entendu qu'il était proposé de faire un parquet national du contre-terrorisme, comme le parquet national financier. Bon, il faudra voir comment il va fonctionner, mais s'il n'y a pas de moyens, ça sera un souci. Or, pour l'enseignement, pour les gendarmes, pour les policiers, pour les juges, qui ne sont pas assez nombreux, on a un problème de financement. Et encore, ça nous amène à nouveau à ces politiques d'austérité qui font que ces services publics qui nous protègent ne sont pas financés. Et contre l'islam radical, contre le salafisme, est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire en France pour contrer ces gens, ces imams dont parlait Bernard de la Villardière? Mais je ne crois pas que l'on fasse tout ce qui est nécessaire contre ces gens-là. En France, on a combattu le catholicisme militant. Il y a eu à une époque la constitution civile du clergé. Oui, voilà, on pourra rappeler qu'il ne s'est pas rendu coupable des mêmes exactions. Non, bien sûr, mais il y a eu des guerres quand même en France. En son temps. En son temps. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de ne pas aimer l'islam ou les musulmans. C'est une question qu'il y a dans toutes les religions des extrémistes et doivent être combattus radicalement, comme tous les extrémistes, quels qu'ils soient, de toutes les religions. Et enfin, je voudrais rajouter, je ne suis pas d'accord avec Patrick sur l'état d'urgence. L'état d'urgence n'a pas été très rentable en termes d'arrestation, comme on sait très très bien, pas plus que Sentinelle. D'ailleurs, il y a des rapports parlementaires à ce sujet. Et de toute façon, toute une partie des dispositions de l'état d'urgence ont déjà été intégrées dans la loi très liberticide proposée qui a été votée par M. Macron. Donc, voilà, pour succéder à l'état d'urgence. Voilà, les perquisitions peuvent toujours se faire. Voilà. Malheureusement, il faut des juges antiterroristes derrière, et il en manque cruellement en France. Sébastien Potvin. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne part pas de rien. Effectivement, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Un arsenal juridique qui a été renforcé, des dispositions d'état d'urgence qui ont été versées dans le droit commun, une surveillance accrue des phénomènes de radicalisation, la fameuse création prochaine d'un parquet national qui aujourd'hui effectivement est dévolu au parquet de Paris. Il y a toutes les semaines un conseil de sécurité qui est organisé avant le conseil des ministres. Et pourtant les attentats continuent. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Évidemment, c'est une succession de propositions émanant d'un certain nombre de responsables politiques pour aller plus loin. À mon avis, la question, elle est, à mon avis, un peu différente. On revient toujours à cette fameuse stratégie de la mouche. D'accord ? On est dans une guerre asymétrique, donc avec une société extrêmement organisée, mais que l'on peut désorganiser assez facilement. Comment on la désorganise? Avec ce type d'attentats tels qu'on l'a encore connu très récemment. Et l'objectif, quel est-il? Il est de diviser la société autour notamment des réponses à apporter, en essayant de faire en sorte que plusieurs pans de la société s'opposent frontalement pour faire avancer l'idée politique qui est bien celle de ceux qui commettent ces attentats. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à tenir nos nerfs, à éviter cette surenchère permanente avec des propositions. On revient sur la déchéance ou pas? Qui était quand même une décision voulue par l'ancien président de la République pour essayer de rassembler les Français. François Hollande la voulait pour les gens ayant une double nationalité, et finalement, il est revenu dessus. Exactement. Et il a bien vu que la société en son sein n'arrivait pas à trouver une communauté. Surtout l'aile gauche du Parti socialiste, non? Pas simplement, c'était parce que la droite, elle était assez. On est d'accord, mais quand on regarde, y compris dans la majorité d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde était sur la même position politique. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Donc on voit très bien que la facilité qui serait de dire on va faire quelque chose de très clair, net, très précis et on va y arriver ainsi, ce n'est pas la bonne démarche. Je vais juste, en 2 mots, quel est-il possible de faire? Il y a un gros travail pour essayer de comprendre, effectivement, je dis le mot comprendre, je le lâche, comprendre, et comprendre ce n'est pas accepter, comprendre quels sont les processus, déjà. Ensuite, il y a une question de moyens, évidemment. Plus on aura d'informations, mieux ça sera. Mais dans le cas d'attentats qui sont un terrorisme endogène, c'est un peu plus compliqué parce que, certes, il y a des réseaux, mais les informations ne sont pas forcément faciles à faire remonter. On sait que c'est compliqué. La seule chose à faire, c'est demander à l'ensemble de la classe politique de garder ses nerfs et d'adopter une hauteur de vue
qui permettent à l'ensemble de la société de ne pas sortir complètement apeuré de ce type de moment-là. Et c'est ainsi qu'on construira quelque chose. Or, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit dans ce sens-là. Je vous livre les... C'est quand même mieux parce que juste après l'attentat de Nice, la classe politique s'était fracturée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle s'était fracturée. Et là, en effet, je suis complètement d'accord avec vous, il y a besoin d'une union politique. Parce que c'est des faits de guerre, c'est des faits de guerre. Là où je pense que l'état d'urgence a été utile quand on voit le nombre d'attentats qui ont été évités. Est-ce que la police, la justice avaient les possibilités d'agir sans l'état d'urgence? À l'époque, la réponse, elle était non. Est-ce qu'ils en ont maintenant la compétence et la possibilité? Je pense que là, il y a un problème quant aux moyens donnés à la police, au renseignement en effet, et au système militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin du système militaire fort. Je vous fais part des réactions de nos internautes. Francis qui nous dit comment peut-on naturaliser un délinquant fiché S. Alors en fait Francis, ce qu'il faut savoir c'est que le terroriste arrêté et tué plus exactement par le GIGN, il était français, naturalisé français, avant d'avoir été arrêté et emprisonné pour des faits de délinquance. Dominique nous dit pourquoi ne pas rétablir la double peine, expulsons tous les délinquants étrangers à vie, comme le fait la Suisse. Et Patricia nous dit pourquoi ne pas fermer les mosquées tenues par les salafistes. C'est effectivement une bonne question. Là-dessus, mes camarades n'ont pas répondu d'ailleurs. Enfin, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on peut en fermer plus? Alors, il y a un problème de l'égalité en France. C'est-à-dire que de la même manière que les propositions qui sont faites de chasser les fichiers S, il faut que les citoyens sachent que les fichiers S, il y a des Français convertis et que quelqu'un, c'est un travail de renseignement. Donc on suppose qu'un tel va mener un attentat terroriste ou est pris dans un groupe terroriste. Mais sur les imams on ne qui peut pas tiennent des l'arrêter. discours de haine. Il faut les chasser. Il faut les fermer. Oui, d'accord. Mais cela c'est pas fait aujourd'hui. Non, mais c'est pas fait parce que d'un coup, on se dit, si jamais on va fermer une mosquée avec un imam radicalisé et qui est en train de faire du prosélytisme pour le terrorisme, on se dit, on va se faire traiter de raciste. Oui. C'est pas du tout ça. C'est ceux qui se passent leur temps à nous traiter d'islamophobes. Non, mais c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Mais c'est faux. Et c'est voilà, mais on aurait besoin d'entendre beaucoup plus avant la communauté musulmane et la frange dite humaniste de la communauté musulmane. Il faudrait qu'on les entende. Un restaurateur dans cette région de Carcassonne, il y a quelques mois, qui me racontait qu'il avait inscrit son fils au cours d'arabe à la mosquée voisine, dans la région de Carpentras, et il m'a dit, il y a eu une fête à la fin de l'année, etc., et on a voulu chanter, et l'imam nous a interdit de chanter. Bah oui. Et on disait non, c'est pas haram, etc. Il m'a dit j'ai retiré mon gosse de l'école arabe de la mosquée du coin. Et ils sont les premiers, ces gens-là sont les premiers à demander à l'État d'exercer son autorité pour empêcher ces prêcheurs de haine. Les écoles coraniques en France. Il faut se poser des questions. On ne les ferme pas. Moi, je voudrais vous livrer une réflexion. On a le sentiment que sur un certain nombre de sujets, le gouvernement n'hésite pas à prendre des décisions qui sont parfois des décisions fortes. On limite à 80 km/h la circulation sur toutes les routes de France secondaires. On expulse des diplomates russes à la suite d'affaires qui concernent la Grande-Bretagne. On crée des nouveaux délits pour les gens qui harcèlent les femmes dans la rue. Et là, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Parce que c'est un gouvernement qui n'a pas de courage. Ils n'ont pas de courage. Mais là c'est déjà étonnant, ça ne vous aura pas échappé. Déjà, on peut se féliciter que le président de la République ait parlé d'attentat islamiste. Parce que quand vous avez eu l'attentat de Barcelone, il avait du mal à dire les deux mots. Donc déjà, on progresse un petit peu. Le problème qu'il y a là, c'est qu'on a, de fait, ils pensaient, je suis sûr qu'ils s'étaient dit, il n'y aura plus d'attentats. Ils se sont trompés. Et on ne sait pas quand la vague va s'arrêter. Il y a une proposition, c'est ils font pression sur les avoirs de l'Arabie Saoudite, en tout cas des princes d'Arabie Saoudite et du Qatar. Ils ferment le robinet d'Al Jazeera jusqu'à ce qu'ils nous livrent les noms de ceux qu'ils ont financés en France. Et on leur demande poliment au début d'arrêter de financer. Quand il n'y a plus d'argent qui arrive, les choses en général se calment un peu. Oui. Et il y a une chose qui est très importante. Vous pensez qu'il y avait un besoin d'un financement d'Al Jazeera, par exemple, pour le terroriste qui a commis l'attentat de... Non, mais il y a des discours qui circulent sur Al Jazeera qui font partie du problème de ceux qui sont radicalisés. Il y a des prédicateurs qui sont diffusés dans le monde entier, donc en France, par ce canal. Ils sont tout à fait inacceptables. Enfin, il y a une manière de résister, c'est la résilience et la solidarité nationale. Mercredi prochain, ce sera les obsèques nationales du lieutenant-colonel Beltrame.
aux Invalides à 11h30. Voilà, je pense que c'est un bon moment Bien sûr. dans le calme et la paix pour tous ceux qui le veulent, de montrer leur solidarité et de montrer que nous résisterons tous ensemble. Oui, Là- mais là les encore- hommages et la commémoration, c'est bien, mais rendre hommage à Arnaud Beltrame, c'est aussi réagir Mais oui. pour faire en sorte qu'il y ait plus ce genre de choses. Et c'est pas oublier les 3 autres victimes, et il y a 2 personnes Bien qui sûr. luttent à l'heure actuelle Bien sûr. entre Il y a la 4 vie et la mort. Il y a, voilà, et c'est pas rien. Et là, si vous voulez, à chaque fois, il faut voir la stratégie qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une stratégie derrière. Ils ont attaqué une ville de province dont personne ne parlait, etc. Tout le monde se figure que les attentats vont avoir lieu dans les grandes villes, les gares, etc. Or, ils frappent n'importe où, n'importe quand. Et ça, je pense que le gouvernement devrait prendre beaucoup plus conscience de ça, parce qu'il faut qu'ils assurent la sécurité des Françaises et des Français, dans leur ensemble. Des musulmans qui vont dans une mosquée avec des imams radicalisés qui font leur prosélytisme, ce sont des gens qui se mettent en danger. Des enfants qui vont dans des écoles coraniques complètement radicalisées, ce sont des enfants en danger. Je vous livre la question du jour qui était posée à l'ensemble des internautes du Figaro. Faut-il placer en rétention administrative les fichiers S les plus dangereux? Ça n'est pas un sondage. Il y a 18 000 personnes qui ont voté, mais c'est évidemment les internautes du Figaro qui se prononcent, et à une écrasante majorité, ils disent oui, il faut le faire. Je vous rappelle que c'est la proposition de Laurent Wauquiez. On ne vous a pas répondu sur la déchéance de nationalité. Moi, je pense que c'est un débat qu'il faut remettre sur la table. Parce qu'en effet, la déchéance de nationalité, c'est, à mon avis, une bonne Vous chose. y êtes favorable? Moi, j'y suis favorable. Et vous, Bernard de la Villardière? Moi, j'y suis favorable. Ouais, c'est Moi, j'y suis assez favorable. accessoire par rapport aux mesures C'est qu'il une faut mesure prendre symbolique. d'urgence. Oui, on se fait un peu plaisir, mais Non. je ne suis pas sûr que ce soit... Non, je crois que c'est un élément important. Et ça montre une certaine lisibilité par rapport à l'action de l'État. Non, mais vous retirez la nationalité à quelqu'un qui se fait sauter ou qui a déjà commis un attentat, quel sens? Et en plus, ça n'a aucun sens avec le droit français. Le droit français, il faut le savoir, ne reconnaît qu'une seule double nationalité. C'est la franco-américaine, en droit. Peut-être qu'on peut changer le droit, non, si on pense que c'est nécessaire? Oui, mais Moi, je suis franco-argentin, je ne crois pas Oui, mais que la ce soit France, interdit. oui, mais la France ne s'intéresse pas. Moi, je suis franco-serbe. Ne s'intéresse pas au fait que vous soyez argentin, en fait. D'accord. Ça, c'est votre. Pour la France, vous êtes français. Point. Et pour l'Argentine, vous êtes argentin. Elle ne va pas vérifier si vous êtes réellement argentin. Vous comprenez? Et c'est la situation Mais réelle alors du que- droit oui. en France. Je pense quand même que le sujet de la question du salafisme, qu'on ne peut pas interdire, mais par contre qu'il faut combattre, de la capacité du coup à faire en sorte que les financements que l'on connaît d'un certain nombre de mosquées soient modifiés, pour moi c'est ça l'urgence. Ouais. Ça l'urgence, plus une compréhension fine d'un certain nombre de mécanismes qui amènent à la base des délinquants à franchir des seuils pour arriver à l'abject le plus absolu. Tout ça mélangé, à mon avis, ça aura plus de réalité concrète qu'une mesure symbolique comme la déchéance, avec toujours ce même risque, je le répète. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait par rapport aux mosquées salafistes, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux informations que l'on récupère, plus qu'une mesure qui risque une nouvelle fois de créer de la dissension dans une société qui n'en a pas besoin. Il faut qu'on martèle ça tout le temps. Notre objectif, c'est de rassembler. Comment fait-on pour rassembler? Eh bien, en évitant toutes les mesures qui, à un moment ou à un autre, peuvent amener deux pans de la société à s'opposer. C'est ça le sujet. Et puis avoir un peu plus de sérieux quant aux guerres que l'on mène, que ce soit en Irak, en Libye, qui ne font que développer les foyers. Non, mais c'est un souci. Non, mais Depuis, les foyers Non, mais terroristes se On a développent. compris que c'était un Vous êtes point d'accord qu'il faut important. aussi sortir du mantra « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». C'est-à-dire il faut aussi rassurer. Il faut que si les gens ont peur, il faut aussi répondre à leur peur. Parce que condamner la peur tout seul en disant « Ah, mais vous avez peur, ah, mais c'est pas bien que vous ayez peur », non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut les rassurer aussi, un minimum. Bien sûr. Avec un minimum de processus, de Bien sûr. procédure Et se législative. préparer, c'est pour faire écho quand vous parlez des budgets, c'est ne pas geler les budgets de la police et de la justice et de leur donner les moyens de travailler. Vous serez tous d'accord c'est sur ce vraiment, point. quand d'un coup, dans le dernier projet de loi de financement Merci. de l'État, il y a 7 milliards de gel, c'est pas possible. En fait, ils ne peuvent pas travailler. Patrick Pelloux. On parle d'un autre sujet qui est au sommaire de point de vue ce soir. L'arrestation en Allemagne de Carlos Puigdemont, l'ancien président de Catalogne. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen lancé par un juge d'instruction espagnol. Il y a déjà 5 anciens responsables de Catalogne qui sont en prison, 5 autres qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen.